Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui Aziz Kricen pour évoquer une fois de plus ici, on en a déjà beaucoup parlé de la Tunisie, et en débattre donc à l'occasion du livre que Aziz Kricen vient de publier en mars dernier à Tunis et qui est ici, La promesse du printemps. Donc la Tunisie, c'est un livre, en Tunisie en tout cas, ce livre a été beaucoup apprécié. Je le sais parce que je reviens d'un long séjour de 3 semaines dans ce pays où Aziz Kricen a été régulièrement invité sur les plateaux de télévision et à la radio pour en parler. Et il s'agit, selon moi, réellement d'une excellente analyse des 5 ans qui nous séparent aujourd'hui de la Révolution. Mais Aziz Kricen avance également ce qui reste à faire pour que la Révolution, selon lui, aboutisse. Alors, il faut préciser à ceux qui ne connaissent pas Aziz Kricen que c'est à la fois un intellectuel, mais également un acteur politique. Et l'histoire politique de la Tunisie indépendante, il l'a vécue sous des aspects divers. Donc, militant, voire leader d'un mouvement d'extrême gauche dans les années 70, connu sous le nom de Perspective. Effectivement, donc le mouvement, c'est l'Aam el-Tounsi. Il a été condamné à des années de prison, comme plusieurs de ses camarades, par le régime de Bourguiba, qui ne souffrait absolument pas la moindre contestation. Puis l'écriture, avec un livre très remarqué au début des années 90, Le syndrome Bourguiba, qui lui a valu l'exil en France, avant que la révolution de 2011 ne le ramène en Tunisie, où il est nommé ministre conseiller aux affaires politiques du président Marzouki. Poste dont il démissionne en mai 2014 et il avait auparavant démissionné du parti de Marzouki, le Congrès pour la République, le CPR. Donc, Aziz Kricen, vous vous consacrez après votre démission à l'écriture de ce livre qui porte bien sûr essentiellement sur la Tunisie, mais les observations et remarques que vous formulez valent également pour l'ensemble du monde arabe, même s'il y a des spécificités tunisiennes sur lesquelles vous revenez sans trop d'insistance d'ailleurs. Mais partout, selon vous, la période a été mal gouvernée, la période post-révolution a été mal gouvernée par une élite qui ne répond pas aux aspirations des sociétés. Partout, sauf en Tunisie, les promesses du nouveau printemps se sont brisées, selon vous, selon vos propres termes, cédant la place à la violence et aux armes. Donc en Tunisie aussi, la crise de 2013 a failli faire dérailler le processus et plonger le pays dans la guerre civile, mais le constat d'échecs successifs que vous faites et le regard sévère que vous portez sur les élites ne vous rendent pas pessimiste pour autant. Car pour vous, là je vous cite, le chemin parcouru est considérable. Et la crise de 2013 a révélé que la Tunisie était, selon vos propres termes, entrée dans un nouveau cycle de l'histoire, un nouveau cycle qui exige de nouveaux comportements, de nouvelles visions et une nouvelle façon d'agir. Bref, une autre manière de dire que la politique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui n'a plus le pouvoir ou n'a plus d'autorité. Donc, je vous passe la parole pour, comme vous voulez, 15, 20 minutes ou un peu plus. Et ensuite, on engagera un débat avec les personnes présentes ici. Merci. C'est compliqué de vous parler d'un livre et d'en discuter avec vous, alors que je sais que vous n'avez pas eu la possibilité de le lire.
Je crois qu'il est exposé depuis maintenant 20 minutes. Et comme il y a un peu plus de 400 pages, ça m'étonnerait que, même en l'ayant acheté il y a 20 minutes, bon, je vais essayer de dire quelle est la thèse principale du livre. Et ensuite, le mieux, c'est que je réponde à vos propres questions, à vos propres interrogations. L'idée essentielle qui est la mienne dans la rédaction de ce livre, c'est que il y a eu, il y a 5 ans, le début de quelque chose qui concerne la Tunisie, mais qui concerne plus généralement l'ensemble du monde arabe. Le processus dans pratiquement tous les pays est identique. Au début, c'est un soulèvement populaire spontané. Quand je dis spontané, je souligne le mot spontané 10 fois. C'est-à-dire un mouvement sans direction politique, sans encadrement politique, sans dirigeant politique. Et donc c'est le début classique d'un mouvement révolutionnaire, d'un soulèvement révolutionnaire. Sauf que lorsque on a affaire à des soulèvements spontanés, ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça ne peut pas aller jusqu'au bout parce que un soulèvement spontané peut mettre à mal les systèmes existants, frapper un certain nombre de symboles de l'ancien système, mais un mouvement spontané n'a pas de solution de rechange. Il y a des revendications, il y a des aspirations, mais il n'y a pas de programme alternatif clair, par définition. Donc, les soulèvements spontanés, c'est quelque chose qui reste inachevé. Et à un certain moment, ce sont les forces politiques qui reprennent la main. En Tunisie, ce moment où le soulèvement spontané cesse pratiquement et cède la place à l'action, au jeu des forces politiques, c'est le 14 janvier, c'est-à-dire un mois après le soulèvement, le 14 janvier 2011, quand Ben Ali est chassé du pouvoir. Ma thèse, c'est que les forces politiques, la classe politique, qui se remet en selle après le départ de Ben Ali. Cette classe politique, dans sa composante, je ne dirais pas majoritaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'élection et le mot majoritaire est impropre, mais aussi bien dans sa composante ancien régime, ancien parti dominant, que dans sa composante force d'opposition, cette classe politique, je la définis comme étant une classe politique d'ancien régime. Je n'ai pas la possibilité maintenant de rentrer dans beaucoup d'explications, mais si je peux utiliser une image, on dit parfois que quand on a affaire à un vieux couple, un homme et une femme mariés depuis 30 ou 40 ans, ensemble depuis 30 ou 40 ans, à la fin, on a l'impression que même physiquement, ils se ressemblent. Il y a un phénomène de mimétisme. Les oppositions dans les systèmes de dictature
surtout qu'en Tunisie, la dictature avait duré plus d'un demi-siècle, les oppositions et le régime finissent par se ressembler au niveau malgré l'opposition, malgré la répression. Et ce qui s'est passé en Tunisie, mais dans les autres pays du printemps arabe, quand les anciennes oppositions se sont retrouvées au pouvoir, on a eu la reproduction des anciennes pratiques. Alors le problème, c'est une sous-thèse dans ma démonstration. Le problème avec les élites politiques en Tunisie et dans le monde arabe, c'est que ces élites, non seulement elles relèvent de l'ancien régime, de l'ancien système fondamentalement, mais elles sont en plus divisées entre elles, entre ce que j'appelle des élites islamistes et des élites modernistes. Je mets dans les deux cas beaucoup de guillemets. Et le rapport entre ces deux élites est fondamentalement, quand on voit, parce que cette division des élites tunisiennes ou arabes est très vieille, c'est pas quelque chose qui remonte à l'histoire immédiate, ni même à l'histoire contemporaine. C'est un processus qui, dans le monde arabe, a quasiment deux siècles d'âge. Les relations entre ces deux ailes des élites ont été historiquement des relations d'extrême violence, d'exclusion réciproque. Je reviens à mon point de départ. On a des soulèvements populaires spontanés, donc le début d'une révolution sociale de type classique, non violente. Et quand les forces politiques entrent en jeu, ce qui va être réactivé, ça va être cette polarisation entre des élites modernistes et des élites islamistes, c'est-à-dire la réactivation d'une espèce de guerre religieuse. Et comme la nature des relations entre ces deux ailes des élites était historiquement marquée par la violence et par l'exclusion, on en a eu la démonstration dans pratiquement tous les pays du printemps arabe. Donc, les élites sont rentrées alors que la période de transition, normalement, c'était une période où il fallait travailler selon un principe de consensus. Il s'agissait dans tous ces pays de mettre en place de nouvelles constitutions, de nouvelles institutions indépendantes. Tout ça exigeait une pratique politique à base de compromis. Dans les pays arabes, ça a été la guerre à outrance. Dans plein de pays aggravés par des interventions extérieures, par exemple l'intervention des pays du Golfe pour ce qui est du Yémen, pour ce qui est de la Syrie, l'intervention de l'OTAN au niveau et des pays du Golfe pour ce qui est de la Libye, bref. Ça a partout dégénéré, sauf en Tunisie, où on a été à un moment, et l'épisode se situe durant l'été 2013, on a été à un moment quasiment on s'est retrouvé au bord du gouffre. L'été 2013, c'est juste après le coup d'État militaire en Égypte et après l'assassinat d'un député d'opposition à Tunis. Le coup d'État en Égypte, c'était le 3 juillet 2013, et l'assassinat
du député d'opposition, Mohamed Brahmi, c'est le 25 juillet. On a eu, à ce moment-là, en Tunisie, on a vécu 2 ou 3 semaines extrêmement tendues où la barque a failli chavirer parce que l'opposition, après l'assassinat de Brahmi, s'était rassemblée. Elle s'était constituée dans un front de salut national. Et l'objectif, c'était de répéter en Tunisie le scénario égyptien. Et au niveau de la majorité au pouvoir, ce qu'on appelait à l'époque la Troïka, une coalition formée par les islamistes et 2 petits partis associés, au niveau de cette majorité, donc, il y avait eu en même temps, pour s'opposer à ce que préparait le front de salut national, la même chose, un mouvement de fuite en avant, et ça consistait à activer toutes les mesures répressives de la loi d'urgence qui était en vigueur dans le pays depuis le départ de Ben Ali. Donc, dans les deux, aussi bien du côté de l'opposition que du côté de la majorité, on allait vers l'affrontement. Ça a duré 2 ou 3 semaines, ça a failli dégénérer, mais ça n'a pas dégénéré, d'une part parce que le rapport des forces entre opposition et majorité était relativement équilibré. Personne n'était parvenu à entraîner plus de monde derrière lui. Et en particulier, personne n'est arrivé à entraîner les institutions de l'État dans son opération politique. Donc il y avait une situation d'équilibre à ce niveau-là. Et puis en Tunisie, il y a eu à ce moment-là une intervention massive des principales organisations de la société civile, et en particulier du syndicat ouvrier, l'UGTT, qui a été rejoint par également l'UTICA. L'UTICA, c'est l'équivalent tunisien du MEDEF de chez vous, avec d'autres organisations. Donc cette société civile a servi en quelque sorte d'intermédiaire, de force tampon entre les partenaires politiques pour imaginer et ensuite imposer une sortie pacifique à la crise. Et c'est de cette façon-là qu'en Tunisie, ça n'a pas dégénéré en violence. Et donc le processus de transition a pu se poursuivre. Il y a eu ce qui a été accompli après ce moment de crise. Il y a eu on a mis en place un gouvernement non partisan, donc ce qui a permis d'atténuer les tensions politiques et identitaires. Et il y a eu élaboration, dans le même mouvement, élaboration d'une constitution démocratique, je crois globalement satisfaisante et honorable. Et puis, il y a eu, fin 2014, des élections pluralistes, et il n'y a jamais d'élection absolument parfaite, nulle part, pas même chez vous. Donc, simplement, je veux dire, il y a, dans les processus électoraux, il y a toujours des petites choses bizarres. Tant que ça ne dépasse pas un certain seuil, on peut estimer que les élections sont honnêtes et sincères. En Tunisie, en 2014, on a eu des élections honnêtes et sincères. Et il y a eu, à l'issue de ces élections, de l'alternance, puisque les islamistes qui étaient majoritaires 3 ans avant ne l'étaient plus.
le parti arrivé en tête en 2014, c'est Nida Tounes, qui est une espèce d'actualisation de l'ancien parti dominant, du temps de Ben Ali, du temps de Bourguiba. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez remarquable. Donc, ces deux forces politiques, l'ancien parti dominant, au départ moderniste, qui ensuite était devenu quasiment une excroissance mafieuse, cet ancien parti dominant et les islamistes, qui avaient passé leur vie à se taper dessus. Pour être plus précis, l'ancien parti dominant avait passé sa vie à taper sur les autres. Hein, c'était pas... Eh bien, aujourd'hui, ces deux forces politiques-là, elles sont les premières forces existant en Tunisie, et elles sont alliées. Elles sont alliées au Parlement et elles sont alliées au gouvernement. Et je vais arrêter ici en vous disant que peut-être, parce que ça m'évite de longs développements théoriques, une fois qu'elles se sont alliées, qu'elles se sont mises au travail ensemble, ça dure maintenant depuis un peu plus d'un an, je crois que leur pratique est la preuve absolue de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit de forces d'Ancien Régime, parce que ces forces-là, aujourd'hui, sont coalisées, elles sont au pouvoir, et elles sont littéralement paralysées. Paralysées. Pourquoi ? Alors, le fait qu'il n'y ait pas de violence, le fait que ces forces soient ensemble, c'est un acquis considérable. Je ne veux pas faire de gauchisme. C'est un acquis considérable. Ça nous évite la violence dans le pays et pour le démocrate que je suis, c'est extrêmement important. On n'a pas de violence. Mais en même temps, on a un pouvoir paralysé. Et il est paralysé parce que le soulèvement d'il y a 5 ans, c'est une réalité. C'est un moment de rupture dans l'histoire du pays. C'est un peuple qui se soulève et qui pose de façon plus ou moins explicite une volonté de changement. Donc il s'est passé à ce moment-là une véritable rupture dans l'évolution du pays. Bien, alors il y a eu toutes les péripéties de la transition. Maintenant, il y a un peu plus d'un an, on a eu des élections générales, un nouveau chef de l'État, un nouveau Parlement. Il s'agit plus d'une assemblée constituante, maintenant c'est une assemblée législative normale, un gouvernement normal qui n'est plus provisoire. Donc on est sorti de la période transitoire et ces forces coalisées sont incapables de répondre aux besoins des gens. C'est-à-dire que quand je dis il s'est produit une rupture, le pays veut aller en avant et il est dirigé aujourd'hui par des forces politiques qui sont en arrière, qui dans leur constitution, à la limite dans leur logiciel, sont antérieures à cette rupture. Alors, vous me direz que ça se passe toujours comme ça, dans les processus révolutionnaires. Il n'y a jamais au début, quand le soulèvement ou l'insurrection se déclenche, il n'y a jamais au début, ou très rarement, des élites politiques capables d'encadrer ce genre de mouvement spontané. Ces élites, quand elles se créent, elles se créent ensuite. Et en Tunisie, ces élites nouvelles, issues de la société civile, en Tunisie, aujourd'hui, on est dans un moment de ce point de vue-là, de transition. Les élites existantes sont des élites d'ancien régime. Le pays attend des solutions
à ces problèmes réels, à cause desquels il s'est soulevé il y a 5 ans. Et ces problèmes réels sont essentiellement des problèmes économiques et sociaux. Et il n'y a pas encore on va dire, d'alternative politique capable de pousser dans le sens de la réalisation de ces objectifs. Donc, je termine là-dessus. Je dirais que en Tunisie, on a d'une certaine manière réalisé les tâches d'une première phase révolutionnaire. Et cette première phase, c'était remplacer un système de dictature politique par un système politique libre, démocratique. Maintenant, il s'agit d'amplifier ce mouvement et de réaliser un minimum de démocratie sur le plan économique et social, de mettre fin à des divisions, à des inégalités économiques et territoriales dans le pays qui sont très grandes. Et là, avec le personnel existant aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il y en aura peut-être une dans quelque temps si des forces nouvelles se constituent d'ici là. Voilà en gros ce que les thèses qui sont développées dans ce livre. Et bon, je ne pouvais pas faire mieux que ça pour faire vite. Donc si vous avez des questions, des éclaircissements, des comparaisons avec d'autres pays arabes, je suis là et je serai heureux de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va prendre des questions, si vous le voulez bien. Moi, je rappelle peut-être, en complément à ce que vous venez de dire, que vous êtes effectivement une figure historique de la gauche, mais vous faites partie de ceux qui, très tôt, dès 2005, ont pensé que cette alliance ou ce rapprochement entre les forces démocratiques et les forces islamistes était nécessaire. Je crois que c'est important de le savoir et que ça éclaire un petit peu votre propos. Donc, vous n'avez pas attendu 2013 pour vous rendre compte que le pouvoir devait se concevoir dans le partage. Ça, c'est important aussi. Oui, est-ce qu'il y a un micro ou est-ce que je dois... C'est pour l'enregistrement. Non, ça y est, Mourad est là. Bonjour. Alors, je suis étudiant tunisien à l'université de Panthéon-Assas, qui est pas loin. Mon oncle aussi a été exilé politique sous le régime de Ben Ali. C'est Omar Shabou, si vous connaissez. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que on voit en fait, on peut faire une comparaison. À défaut de faire avec les pays arabes, on peut faire une comparaison avec la France, où il n'y a pas de renouvellement de l'élite politique. On voit toujours les mêmes têtes à la télé, dans les plateaux d'émissions, etc. C'est toujours les mêmes têtes. Et en France, on a une personnalité qui se démarque du lot, c'est Emmanuel Macron. Et du coup, ça a ringardisé toute la classe politique. Alors, si on peut faire la comparaison avec la Tunisie, comment faire en sorte qu'une nouvelle élite politique sortent du lot et comment faire en sorte que cet ancien régime-là comprenne qu'il est démodé, en fait. Merci. C'est une question sur Emmanuel Macron? Non, c'est sur la Tunisie. Ah bon. Je prends 2 ou 3 questions. 2 ou 3 questions. Alors allez-y, monsieur, je vous en prie. Madame. Ce n'est pas exactement une question, encore que j'ai une précise autour de l'élaboration de la Constitution en Tunisie. C'est comment vous avez fait.
Mais je pense que, c'est une petite remarque, j'en ai d'autres, je pense que le fond de la question est social. Ça veut dire, le fond de la question, c'est le pouvoir. Et quel est le rapport au pouvoir? Vous dites dans l'ancien régime, mais aussi dans les nouveaux, en quelque sorte, dans l'opposition, c'est l'exclusion de l'autre et la violence. Hein. Ça, ce n'est pas un fait tunisien, hein, c'est toute la Méditerranée. Ce n'est même pas la Méditerranée du Sud. Prenez la Grèce, on en a des exemples comme ça. Donc, je pense que là où il n'y a pas eu un travail pédagogique, c'est comment on envisage un autre rapport au pouvoir, mais pas seulement au niveau des élites, au niveau de la société. Je veux dire que la violence avec laquelle s'exercent les pouvoirs et l'exclusion des autres, ce n'est pas seulement les élites, c'est dans la famille tunisienne, grecque, algérienne, etc. Et ça, c'est une remarque. Et l'autre remarque que je voudrais vous faire, moi, je suis beaucoup plus optimiste, mais je suis à l'extérieur, par rapport à la Tunisie, parce qu'on ne mesure pas le temps qu'il faut pour que des changements significatifs aient lieu. Il faut beaucoup de temps. Hein. Et là encore, il n'y a pas un travail pédagogique, y compris dans mon pays, en Grèce, où on croyait que par la prise du gouvernement, la société allait changer du jour au lendemain. Or, la société reste la même, malheureusement, avec des petits changements. Et donc, la question concrète, c'est comment vous avez fait pour élaborer la Constitution. Monsieur, et ensuite Madame. Allez-y. Moi, je me demande comment s'organisent les femmes, comment s'organisent les jeunes de 30 ans, comment s'organise la jeune génération pour se faire entendre, combien de pourcentage ça représente. Parce que quand j'étais en Tunisie en 1970, j'avais l'impression d'une société plus moderne qu'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est grave. Donc, comment se fait-il qu'on n'entend pas les jeunes? Enfin, voilà, je suis étonnée, quoi. Oui, mais je voudrais. Enfin, je me reconnais tout à fait. Je vis la moitié de l'année. Je suis français, mais je vis la moitié de l'année en Tunisie, la moitié de l'année en France. Je suis né en Tunisie. Je me reconnais tout à fait. Enfin, je retrouve dans l'analyse que vous faites des tas de choses qui me semblent coller tout à fait avec ce que on a vécu depuis 2011, notamment, à deux nuances près, mais qui sont peut-être d'importance pour la suite. Et je vais partir de deux choses que vous avez dit à la fin. Vous dites les révolutions en général, au départ, bon, c'est des mouvements, elles n'ont pas de leader, et c'est après qu'elles produisent des leaders. Je ne sais pas si on peut faire ces généralités. Et justement, ça a été, il me semble, une des grandes questions ouvertes par 2011 en Tunisie. C'est que non, un grand nombre de révolutions, comme elles étaient le produit d'une maturation antérieure très longue, ont eu des leaders qui ont eux-mêmes été emportés par la révolution. Mais je prends évidemment l'exemple classique de 89 en France, ou de 48, ou même de 1870, la Commune, qui a été un échec sur le plan politique, mais elle a été faite par des gens qui avaient mûri dans des luttes et des réflexions antérieures des idées et qui les ont mis en œuvre. Ensuite, ce qui s'est passé est un autre problème. Alors qu'en Tunisie, comme vous le dites, ça a été un mouvement spontané. Et le problème, c'est que comme il succédait, il me semble, à 30 ans de dictature, il est arrivé dans, enfin, j'allais dire, dans le vide intellectuel, enfin, sans mépris pour les opposants de l'extérieur. Mais il n'avait pas de leader, non pas parce qu'il était jeune, mais parce que c'était un enfant de la dictature. Et actuellement, bon, on travaille, enfin, comme beaucoup de gens, on est associé à ce qui s'est passé depuis 2011 et je participe à un certain nombre de think tanks ou groupes de travail en Tunisie. Et ce qui est absolument frappant, c'est que dans la réflexion sur l'avenir, la place, je dirais même pas dominante, quasi exclusive, elle est occupée par la génération de la fin de l'ère Bourguiba, enfin pour faire vite, et qu'il y a un silence sidéral de la génération de 30-40 ans. Bon, alors après, je ne sais pas, je ne connais pas assez. Alors, c'est une... Et alors, là, je reviens... Je voudrais terminer là-dessus, parce que je crois qu'on parle de la Tunisie, ça pourrait durer des heures, je m'excuse. Mais c'est que du coup, la conséquence qu'il n'y avait pas de leader, c'est qu'alors
contrairement à ce que vous dites là, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous, justement, à part éviter la guerre civile, ce qui est déjà beaucoup de choses, aucune grande décision structurante n'ont été prises depuis 2011. Même, je ne dirais même pas des décisions erronées, aucune décision. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agitation politique au sens où un certain nombre de gens parlent beaucoup, mais de ce qui sont les questions de fond, rien, mais pas long. Enfin, la question de la réforme agraire est peut-être pas la réforme principale qui se posait, mais des questions même symboliques, centrales, qui auraient pris un sens pour donner un éclairage dans la Révolution, aucune n'a été prise. Très vite, pour éviter la guerre civile, les deux courants se sont marqués à la culotte et pour que la paix civile a été assurée par le fait que chacun des deux garantissait à l'autre qu'il ne franchirait pas. Et alors, bon, vous connaissez parfaitement tout ce qui s'est passé, la loi sur l'amnistie, enfin bref, toute la suite. Donc du coup, ça s'est payé. L'absence de leader fait qu'il n'y a eu aucune décision forte au départ et l'alliance qui a évité la guerre civile se poursuit dans le fait qu'aucune décision n'est prise aujourd'hui. Et du coup, je suis très optimiste stratégiquement, mais pas très remonté. Enfin, je m'excuse, c'était plus une intervention qu'une question, c'est une réaction. Ça ne fait rien, c'est un lieu de débat. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Mais je vais d'abord préciser un truc. J'ai dit ça commence comme une révolution sociale. Ça a commencé comme une révolution sociale. Et ensuite, ça a dégénéré quasiment en guerre religieuse dans plein de pays, sauf en Tunisie, où, à un certain moment, on s'est raccroché aux branches. Bien. Si on essaye de donner un contenu à cette révolution sociale interrompue, moi, c'était pas d'un point de vue anthropologique que je posais la question. La violence dans la famille, la violence entre générations, la violence entre sexes, la violence dans les cervelles de tout le monde. Je pensais à des choses très, très précises. Il y a dans l'enchaînement du soulèvement en Tunisie, qui dure un mois, il y a 4 grandes entités sociales qui se sont mises en mouvement. La première, c'est ce qu'on peut appeler le monde rural tunisien. Le processus est parti des régions de l'intérieur, du monde rural. Dans la deuxième séquence, c'est la population des ghettos périurbains qui s'est mise en mouvement. Et troisième séquence, c'est le monde des salariés, employés, fonctionnaires. Et la dernière séquence, jusque-là, c'est un mouvement populaire au sens classe modeste. Et la dernière séquence, c'est le ralliement des classes moyennes à ce soulèvement. J'ai dit soulèvement spontané, je ne voulais pas dire sans leader. Je voulais dire sans encadrement politique, sans programme politique. Les soulèvements ont toujours des leaders. Il n'y a pas de soulèvement sans leader. Il y a toujours. Sauf que, comme vous l'avez dit, derrière, il n'y avait pas 30 ans, 60 ans de dictature. Ça ne veut pas dire que le phénomène des luttes précédentes, de l'accumulation, n'est pas du tout fonctionné. Si on prend les mots d'ordre ont une histoire. Les mots d'ordre agités par la population il y a 5 ans, ils ont plus de 5 ans. Ils ont émaillé plusieurs luttes auparavant.
certaines remontant aux années 60 ou 70. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une accumulation. Mais c'est un mouvement qui n'a pas de programme politique concret. Et un programme politique concret, ça aurait été un programme de changement économique et social. Pas simplement de changement au niveau du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. En Tunisie, si je prends la première séquence, le soulèvement du monde rural, on a une agriculture vivrière, la production essentiellement de blé et de l'orge, qui a été massacrée de façon délibérée par l'État depuis l'indépendance. Comment ça a été massacré? Parce que c'est l'État qui fixe les prix de cette production céréalière. Et l'État la fixe à un niveau très bas parce que l'État, par ailleurs, verse des salaires très bas. Et donc, c'était quasiment... c'est un peu ce qui s'est passé dans tous les pays de l'ancien bloc soviétique. Une politique des prix qui détruit la production agricole. Et il y a des questions de réforme agraire, notamment sous deux angles importants. On a les anciennes terres coloniales, plus d'1 million des meilleures terres agricoles du pays, qui sont toujours, qui ont été pris aux anciens colons il y a une cinquantaine d'années, mais qui n'ont pas été rendus à l'exploitation privée. C'est le domaine de l'État. Il s'agit des meilleures terres agricoles du pays, mais ces terres exploitées par l'État sont déficitaires depuis le début. Et puis on a un autre problème foncier et juridique. On a près de 2 millions de terres indivises, c'est-à-dire sans titre de propriété. Donc il y a 50 000 choses à faire au niveau de l'agriculture pour que le travail de la terre devienne rentable et pour que l'exclusion et la marginalisation sociale cessent d'être organisées de manière quasiment planifiée dans les campagnes. Et il y a eu une révolution pour cela. Dans le logiciel du personnel politique tunisien actuel, ces questions, c'est une espèce de trou noir. Ils ne savent pas ça. Ils sont le produit de ce système. Ils ne peuvent pas remettre en question ce qui les a façonnés eux-mêmes. J'ai dit deuxième séquence, je vais pas vous faire le total, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions économiques et sociales, et vous constatez que je ne suis pas en train de dire il faut tout nationaliser, au contraire, je suis en train de dire il faut libérer les prix, il faut donner des titres de propriété aux paysans, il faut leur rendre la terre. À la limite, c'est un discours ultralibéral. Même si on n'a pas beaucoup besoin de Macron en Tunisie, mais j'y reviendrai à la fin. On a plein de Macron en Tunisie. Mais les Macron qu'on a, ces questions de changement de structure, on ne leur a pas appris dans les écoles de commerce, donc ils ne connaissent pas. Le deuxième problème, je vous ai dit, le soulèvement, ensuite, s'est élargi aux ghettos des quartiers périphériques. Les ghettos des quartiers périphériques, c'est presque 30 à 35% de la population totale du pays. C'est pas rien. Et sur le plan économique, dans ces quartiers périphériques, ce qui domine, c'est l'économie souterraine, l'économie parallèle.
L'économie parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un système économique dont une partie fonctionne dans un cadre légal. Les entreprises en Tunisie et dans les pays similaires, on dit les entreprises du secteur structuré. Et puis on a des entreprises qui ne sont pas légales, c'est-à-dire on a des entreprises dont le promoteur ne peut pas obtenir d'autorisation légale parce que les autorisations légales sont situées à un tel niveau d'exigence en termes de capital, en termes de déclaration, en termes de démarches administratives, d'autorisation et de réglementations diverses et variées. Il y a un tel niveau d'exigence que plus de la moitié des entrepreneurs potentiels du pays ne peuvent pas obtenir ces agréments légaux. Je vous donne une seule statistique pour ne pas vous ennuyer. Vous savez que quand ça a démarré en Tunisie, ce qui était le plus atrocement spectaculaire, c'était les gens, en Italie on les appelle les torche umane, les torches humaines, les gens qui se sont immolés par le feu. J'ai un copain économiste péruvien qui a fait une enquête dans tous les pays où il y a eu ces immolations par le feu. À plus de 90%. Les Arabes, et il y a eu aussi la même chose dans 3 ou 4 pays africains non arabes. Donc les gens qui se sont suicidés par le feu, à plus de 90%, c'est des petits entrepreneurs du secteur informel. Donc il y a une demande sociale forte pour que leur statut d'entrepreneur ne devienne... Je ne suis pas en train de dire qu'on a affaire à des bisounours, que tout le monde veut vivre dans la légalité. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que dans une économie divisée de cette façon-là, avec finalement un droit d'un côté et l'arbitraire de l'autre, eh bien, à un certain moment, ça ne peut plus fonctionner. Et il faut intégrer l'ensemble du potentiel électoral, du potentiel entrepreneurial du pays dans un droit commun, unique. Et la chose s'est faite dans plein de pays. Et entre parenthèses, ce n'est pas simplement un problème du Sud. Si vous étudiez sous cet angle-là l'histoire sociale de la Révolution en France, vous allez trouver un problème d'emploi et d'entreprise informelle. C'est quasiment un phénomène universel. Il y a un certain moment où, eh bien, il faut que une révolution, c'est ouvrir des droits et des libertés nouvelles au maximum de forces sociales possibles. Là aussi, dans le logiciel mental, dans le logiciel intellectuel et idéologique de l'ancienne classe dirigeante, des anciens partis d'opposition, ou pas d'opposition, ces questions-là sont des questions impensées et à la limite impensables. Je vous ai parlé des salariés, des petits employés, des fonctionnaires. En Tunisie, le SMIC est inférieur à... le SMIC en Tunisie n'atteint pas le 10e du SMIC européen moyen. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui distribue des salaires, où l'État est le premier employeur, où l'État distribue des salaires dont tout le monde sait au départ qu'ils sont insuffisants pour permettre à ces salariés,
à ces travailleurs de vivre de leur salaire. C'est impossible, c'est matériellement impossible. C'est comme si, imaginez un ouvrier d'usine ici, ou une employée de supermarché qui aurait 150 € pour vivre. C'est impossible. C'est impossible. Comment faire pour payer le loyer, pour nourrir les enfants, les envoyer à l'école, les soigner, les vêtir? C'est impossible. Et donc, ce système-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait entraîné une politique des prix agricoles désastreuse qui a ruiné l'agriculture. Mais en même temps, quand vous avez une masse de salariés qui ne peuvent pas vivre de leur salaire, ça veut dire que vous les installez dans un système où tout le monde, pour s'en sortir, va commencer à voir à gauche et à droite, selon quelle modalité légale et la plupart du temps illégale il va faire pour arrondir ses fins de mois. Donc on est dans un système qui installe la corruption pratiquement partout. Et comme le système lui-même en haut est dirigé par une espèce d'oligarchie mafieuse, et l'exemple vient du haut. Et on est comme ça, dans un système complètement dément, qui fonctionne en dehors de toute rationalité économique élémentaire. Et il y a eu une révolution pour qu'un terme soit mis à cela. La classe politique actuelle n'est pas en état intellectuellement de poser et de trouver des solutions à ce type de questions, y compris, et je le dis sans esprit polémique, hein, je le dis sérieusement, y compris au niveau des jeunes de 30 ou 40 ans formés dans les écoles de commerce en Europe ou aux États-Unis, et beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs. Il y a un problème de perte de compétitivité ici. La doxa libérale pour eux, c'est quoi? La doxa libérale, ils apprennent ça à l'étranger. Et pour eux, ça veut dire qu'il faut que toutes les barrières, toutes les entraves administratives, fiscales, de quel ordre que ce soit, qui empêchent la libre circulation des biens, des services, des capitaux, etc. Et ils ne se rendent pas compte qu'avec des programmes de ce type, ça veut dire simplement il faut supprimer tout ce qui interdit une plus grande présence de l'étranger dans des économies déjà en difficulté mortelle. La doxa libérale, quand elle est portée par des jeunes qui ont été formatés de cette façon-là, aboutit à des résultats désastreux en Tunisie. Ça se traduit concrètement, vous avez une caisse de compensation, il faut la supprimer. D'ailleurs, les vieux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas fous. Ils savent que s'ils font ça, ça va immédiatement exploser. Donc, toute la question, c'est est-ce que on peut, dans les écoles de commerce actuelles, apprendre à analyser de façon sérieuse les problèmes réels de son propre pays? La réponse est non. Aujourd'hui, la réponse est non. Bien. Donc, je voulais donner une dimension précise, une dimension matérielle précise à cette révolution sociale qui est pour le moment en suspens. Donc, il y a eu un progrès sur le plan politique. Il y a un minimum de liberté politique en Tunisie. Pour la Constitution, sur le plan matériel, il y a eu des réunions en dehors de l'Assemblée constituante, parce que dans l'Assemblée constituante, il y avait la télé tous les jours, et les députés étaient là pour faire
c'était Guignol. C'était Guignol. Donc, pour trouver de vraies solutions de compromis, de façon à ce que la rédaction de la Constitution ne nous prenne pas 2 siècles encore, la technique, ça a été de prendre 2 ou 3 représentants des principaux partis, de les mettre ensemble dans un endroit, de fermer et de leur dire vous avez tant de temps pour trouver des compromis satisfaisants et qui soient démocratiques. Et cette technique-là a marché. Et en termes d'avancée démocratique, je vous le dis parce que je crois que c'est une avancée considérable dans le domaine arabo-musulman, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience qui s'inscrit directement en contradiction avec les prescriptions de l'islam, tel qu'il est compris dans l'islam, tel qu'il est compris par un grand nombre de musulmans aujourd'hui. Quitter sa religion, c'est trahir et c'est passible de peine de mort. Donc, quand dans la constitution d'un pays musulman, il y a liberté de conscience, c'est un progrès absolu. Liberté de conscience, ça veut dire je peux changer de religion, je peux ne pas avoir de religion, je peux faire ce que je veux avec la religion. Bon. Évidemment, il ne faut pas croire non plus que c'est complètement libéral, on n'en est pas là. Mais c'était un acquis considérable. Donc la rédaction, ça s'est fait. Les compromis qui ont permis d'obtenir cette constitution, ça s'est passé comme ça. Et il y a eu une scène le 26 janvier 2015. Qu'est-ce que je raconte 2014, quand ça a été adopté. Il y a eu quelque chose de complètement fou. Ça a été adopté par 200 constituants sur 217. Et on a vu des types, surtout, qui s'étaient pratiquement entretués pendant 3 ans, se jeter dans les bras l'un de l'autre. On a vu, par exemple, des salafistes se jeter dans les bras je ne dirais pas de marxistes purs et durs, parce que des marxistes purs et durs en Tunisie, c'est rare, mais on va dire de gauchistes, de types qui, en ayant 50 ans ou 60 ans, réfléchissent aujourd'hui encore comme lorsqu'ils étaient des petits gauchistes à la fac. Donc ils ont passé tout le travail de la constituante à se taper dessus. Et au moment du vote, ça a été un moment d'émotion dingue. Ils ont tous réalisé à ce moment-là qu'ils venaient d'accomplir quelque chose d'important. Ils l'ont compris à ce moment-là, au moment du vote. Et ça a été un moment magnifique. Et ensuite, évidemment, ils sont retournés à leur dispute. Hein. Ce moment de grâce passé, la nature a repris ses droits. Je vais ajouter une chose, ensuite je vous laisse la parole, sur les femmes, les jeunes, etc. La question de madame. Et en même temps, ça peut aider à comprendre comment des alternatives, y compris politiques, peuvent se constituer. On a en Tunisie aujourd'hui presque 200 partis politiques, ce qui est complètement burlesque.
Et puis, il y avait beaucoup de magouilles dans ces histoires-là. C'était aussi une façon d'empêcher qu'il y ait un minimum de rassemblement. Mais la statistique la plus intéressante, au niveau des associations et des ONG, on en avait quelques centaines de véritablement actives sous la dictature. Il y en a près de 20 000 aujourd'hui. Il y a eu une explosion du mouvement associatif. Et avec plusieurs dizaines d'associations et d'ONG qui font de l'excellent boulot. Ces associations, il y a un élément remarquable. Au niveau des plus importantes, la direction est presque quelquefois entièrement féminisée. Donc il y a énormément d'implications de femmes, non seulement dans l'action associative, mais y compris dans la création de ces mouvements et dans la direction de ces associations. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, elle pouvait être là, elle pouvait diriger l'association des femmes, mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a des femmes qui dirigent des associations dans pratiquement tous les secteurs de la vie. À mon avis, c'est dans ce terreau-là, et effectivement, il faut du temps, mais c'est dans ce terreau-là, parce qu'en plus, par définition, le travail des associations, c'est le contact du terrain, donc le contact de la réalité, et à un certain moment, ça finit quand même par faire réfléchir les gens. Je crois que c'est là-dedans que des alternatives, y compris politiques, peuvent finir par se constituer. Maintenant, je ne veux pas dire que nos problèmes culturels n'existent plus, hein. Que les femmes, surtout les Tunisiens, quand ils parlent des femmes, pour eux, c'est une espèce de capital ça fait combien, 60 ans qu'on travaille avec ce capital, hein. On est les meilleurs, on est les plus beaux. Bien. Il y a, en parallèle à tout ça, depuis des dizaines d'années, un énorme mouvement de régression culturelle dans le pays. Quand je vous parle de guerre de religion, de lutte entre modernistes et islamistes, il faut comprendre que c'est depuis plusieurs dizaines d'années une sorte de lutte à front renversé. C'est-à-dire que moi, au pouvoir, pour frapper mon adversaire islamiste, je vais faire de la surenchère religieuse. Et d'ailleurs, lui, l'adversaire islamiste, il va faire quelquefois de la surenchère démocratique. Donc, mais en même temps, ça veut dire que dans les faits, il y a eu d'énormes moyens mis pour endoctriner les gens, pour faire reculer l'esprit critique, pour faire reculer cette espèce de, notamment au niveau de la jeunesse, d'indifférence religieuse qui pouvait exister dans les années 60 et 70. Maintenant, cet esprit-là, vous pouvez le retrouver, madame, chez les vieux de ma génération. Au niveau des jeunes, ça va se reconstruire de toute façon. De toute façon, ça va se... Je termine là-dessus. Il y a quelque chose d'essentiel. Quand des partis idéologiques, hier, chez vous, c'était par exemple le PC. Dans le monde arabe aujourd'hui, c'est les mouvements islamistes. Quand des partis idéologiques sont dans l'opposition et que dans l'opposition, ils promettent le paradis au sens littéral chez les religieux et au sens symbolique chez les anciens communistes. Tant qu'ils sont dans l'opposition, ça peut marcher. Mais quand ils sont au pouvoir, ça se casse la gueule très vite. Et de ce point de vue-là, le fait que depuis 3 ans, des islamistes en Tunisie soient au pouvoir, soit de façon dominante, soit associés comme aujourd'hui, c'est excellent.
parce que ça remet les choses en place et en perspective. Voilà, monsieur. Il reste 2 questions, monsieur et vous, Monique. Oui, j'ai 2 petites questions. Je crois que ça fonctionne. J'ai 2 petites questions. La première, vous avez décrit une sorte de triple impasse, politique, sociale et culturelle. Selon vous, quelles seraient les 3 mesures prioritaires à prendre pour sortir de cette impasse? Deuxième question, ce mois-ci, il y a un congrès de Ennahda où le parti islamiste a annoncé qu'il allait séparer le religieux du politique. Que pensez-vous de cette déclaration? Merci. Bon, je voulais dire que vous venez de nous expliquer, tout en nous disant qu'il y a un problème économique et social prédominant, c'est évident quand on va en Tunisie, vous venez quand même de nous expliquer très clairement que le problème, il était un blocage culturel. Et moi, ça rejoint l'expérience que j'ai eue de 30 ans en Tunisie, à cheval entre le monde rural et la bourgeoisie de Tunis. C'est-à-dire ces 2 mondes qui s'ignorent absolument. Il ne faut pas demander à un bourgeois de Tunis aujourd'hui qui n'a plus de terre dont dépendent ses ressources à dépenser en ville, de s'intéresser à ce qui se passe à la campagne. Moi, j'ai vu détruire l'agriculture pendant 30 ans. Et j'ai vu aussi l'endoctrinement dont vous parlez, l'endoctrinement religieux, qui fait qu'on ne parle plus des choses importantes. Mais vraiment, le blocage en Tunisie, je le vois. Quand vous dites que les jeunes formés dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs européennes ou américaines ne comprennent rien à leur pays, mais en effet, ils comprennent beaucoup moins leur pays que leurs grands-parents. Parce qu'ils veulent plaquer des solutions libérales dans un pays qui ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis, ils ne le connaissent pas, ce pays. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Je dirais même qu'ils ne peuvent pas mépriser leur pays, puisqu'ils ne le connaissent pas. Ils ne sortent pas de Gamart ou de Menza. Et ils continuent aujourd'hui à construire des maisons de 500 mètres carrés, en ponctionnant. Et le problème, c'est quand même une ponction terrible, énorme, de la richesse nationale au détriment des classes salariées et des classes qui sont trop pauvres pour être salariées. Donc comment voyez-vous l'avenir de... Comment peut-on lever un blocage culturel aussi ancien, aussi ancré? Parce que tant qu'on n'aura pas levé ce blocage culturel, comment peut-on résoudre le problème économique et social? Puisque personne ne le voit. On est aveugle. Voilà. Merci. Un quart d'heure pour répondre à ces questions très importantes. Oui. Ma réponse va vous décevoir. Je ne crois pas qu'on règle les grandes questions culturelles avec des politiques culturelles. Ces grandes questions-là, on les règle, on les surmonte quand dans la vie réelle, on est capable de changer les choses. Aujourd'hui, on a un pays coupé en 2. Le pays côtier, si on fait abstraction des ghettos périurbains, et le pays de l'intérieur. Cette division-là, elle prend pas simplement, c'est pas simplement une division sociologique, territoriale, c'est quasiment une division ethnique. C'est-à-dire que on ne sent pas, quand on parle avec les uns et avec les autres, qu'ils appartiennent au même pays. Et il y a une notion qu'on retrouve beaucoup dans la littérature sociologique algérienne, la hogra, le mépris, qui explique. On n'a pas, quand un Tunisien de la côte parle des Tunisiens de l'intérieur, et là, c'est des expériences que j'ai vécues. Moi, j'ai vécu ici. Et je suis même suffisamment vieux pour avoir vécu en Tunisie quand la Tunisie était protectorat français. Le regard que portait le colon sur le Tunisien
je l'ai appris à l'école. Je veux dire, c'est pas simplement au niveau de mes tripes, mais c'est même une construction intellectuelle qu'on m'a enseignée. Ce regard-là de mépris culturaliste du supérieur à l'égard de l'inférieur. Si vous discutez avec des Tunisiens, on va dire des côtes, et pas simplement de la Marsa et de Gamart, hein? Ils peuvent être à Sousse, à Sfax, à Nabeul. Quand ils vont parler des Tunisiens de Gasserine ou de Sidi Bouzid, c'est le regard quasiment du colon. Ils sont voleurs, ils sont paresseux, c'est les femmes qui travaillent tandis qu'eux fument des clopes dans les cavés. Et d'ailleurs, on se demande comment, mais peut-être que ce sont les femmes qui leur donnent leur argent de poche. Bref, c'est en gros, la Tunisie côtière traite la Tunisie de l'intérieur exactement comme vos médias dominants traitent les habitants des banlieues ici. C'est le même regard, quasiment colonial. Bon. On ne le changera pas s'il n'y a pas de changement politique, c'est-à-dire s'il n'y a pas un pouvoir politique qui décide de façon volontariste. Et même si l'Organisation mondiale du commerce trouve à y redire, qui décide sur une période donnée d'augmenter graduellement les prix de la production vivrière, essentiellement les céréales, de façon à ce que le travail de la terre devienne profitable. C'est en cassant les engrenages économiques qu'on peut espérer ensuite. Et d'ailleurs, c'est quand l'inégalité est cassée de façon pratique dans l'économie qu'elle peut disparaître ensuite au bout d'un travail des cervelles. Attendre, espérer que ça se nettoie d'abord au niveau des cervelles pour que l'on puisse ensuite, je vous garantis que dans 10 000 ans, ça ne changera pas. Voilà. Donc, à mon avis, là, c'est la seule solution possible. C'est du volontarisme politique. C'est pas très libéral, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, la solution des problèmes passe par un pouvoir politique capable d'apporter les changements qu'il faut. Et à partir de là, il y a tout un travail de reconstruction au niveau de la culture, au niveau de l'école, au niveau des formations, etc. À mon avis, tout le reste suit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout de suite travailler ces questions sur le plan de la culture, etc. Mais bon, ça risque d'être un combat perdu d'avance si ça se limite à un travail au niveau intellectuel et culturel. Maintenant, concernant le congrès de Nahda. Nahda est dans une situation compliquée. Nahda, c'est pas tout à fait comme avant avec les PC dont le centre était à Moscou, etc., hein, comme le disait l'ancienne propagande anticommuniste primaire. Mais enfin, Nahda, c'est un mouvement frères musulmans et il y a quelque part des liens entre les différentes organisations de frères musulmans. La mouvance frères musulmans dans le monde arabe est aujourd'hui sur la défensive. Elle a reçu des coups très sérieux, notamment après ce qui s'est passé en Égypte. Mais ça continue avec ce qui se passe en Libye, etc. Nahda est sur la défensive. Et Nahda sait que ce parti islamiste tunisien, donc frères musulmans tunisiens, sait qu'il doit donner des gages.
donner des gages à l'Occident, et y compris aussi à l'opinion intérieure, des gages dans le sens de sa normalisation démocratique. La normalisation démocratique, ça veut dire s'assumer en tant que parti politique. Et s'assumer en tant que parti politique, ça veut dire renoncer au travail de prédication religieuse que ce parti accomplissait avant, au prétexte que dans l'islam, la religion et la politique, ça va toujours ensemble. Alors le problème, c'est que, à mon avis, s'ils vont dans ce sens, ils vont beaucoup payer. Et s'ils ne vont pas dans ce sens, ils vont aussi beaucoup payer. Donc ils sont pris. Ils sont pris. Pourquoi? Ils sont pris dans une espèce de piège parce que leur base, leurs militants, leurs adhérents, leur réflexe, c'est pas de séparation entre Église et religion. Donc c'est ça leur doxa. Et ils vont aller contre ça. Donc ils vont perdre des troupes. Et depuis 2011, il y a une érosion réelle. L'érosion au niveau de l'autre parti dominant, Nidatoun, elle est brutale, spectaculaire, visible. Chez les islamistes, c'est toujours beaucoup plus secret, beaucoup plus camouflé, beaucoup plus hypocrite, mais l'érosion est réelle. Donc, à mon avis, ils vont trouver, sur cette question-là, des formules de compromis pour essayer, d'une part, de donner des gages et en même temps de ne pas trop désespérer leur base salafiste, leur base radicale. Et d'après les infos que j'ai, c'est un scoop pour vous puisque vous êtes journaliste, d'après les infos que j'ai, leur référence à l'islam, ça va se réduire à une référence aux articles de la Constitution, où il est question en même temps d'État civil, l'État tunisien est un État civil, et où on dit que la Tunisie est un pays, une république machin, dont la langue est l'arabe et dont l'islam est la religion. Donc, ils vont alors qu'avant ils disaient nos références intellectuelles et spirituelles, c'est l'islam. Là, ils vont dire nos références, c'est la Constitution. C'est un grand progrès. Et ils vont essayer de vendre ça à leurs troupes. Du point de vue de la, de la mise à niveau démocratique des partis, c'est une évolution importante, intéressante, malgré tout. Malgré cette évolution, est-ce que c'est un simple effet d'annonce ou vous pensez que véritablement c'est le début d'une évolution dans les esprits de leur part? Alors, là aussi, les islamistes tunisiens, puisqu'on parle des islamistes tunisiens, c'est des gens comme vous et moi. Ils n'appartiennent pas à une humanité spéciale. Ce sont des gens. Et d'une certaine manière, ce sont des gens normaux qui évoluent. La grande majorité des gens évoluent. On évolue quand on reçoit des baffes. Et les islamistes évoluent quand ils reçoivent des baffes. Alors des fois, quand on reçoit une baffe, on se rebiffe, mais après, en général, on essaye de réfléchir. Donc, la question, c'est pas de savoir s'ils sont sincères ou pas. Cette question n'a pas de sens. Cette question n'a de sens pour aucune formation politique. Je ne vois pas pourquoi on veut s'assurer que les islamistes soient sincères. Qu'ils soient sincères ou pas,
à la limite, on s'en fout. Est-ce que Hollande est sincère? Est-ce que Sarkozy est sincère? Est-ce qu'on se pose des questions sur leur sincérité? On s'en contrefiche. Et à mon avis, avec les politiques, la sincérité, ça n'a pas beaucoup de sens. Sauf que ils sont engagés, qu'ils soient engagés dans un processus historique réel qui les force à changer. C'est évident. Ce que disent les islamistes tunisiens aujourd'hui, comparé à ce qu'ils pouvaient dire il y a 20 ans, mais c'est le jour et la nuit. Donc, les choses évoluent. Ça n'évolue pas peut-être aussi vite qu'il le faudrait, mais les choses évoluent. Et à la limite, avec cette évolution, les gens se fabriquent de nouvelles sincérités, de nouvelles hypocrisies. À mon avis, ce dont il faut se méfier, c'est de se comporter à l'égard des islamistes comme s'ils étaient différents des autres partis. C'est un parti, son truc, c'est le pouvoir, c'est les privilèges qui vont avec. Et au-delà de leur référence, leur aptitude à se laisser corrompre, à se laisser convaincre par la mafia qui dirige de fait le pays, elle n'est pas moindre que chez les autres. Donc vraiment, c'est une humanité tout à fait banale, avec l'hypocrisie, avec les grands sentiments, avec tout ce qui va avec. Bon, mais c'est des gens comme les autres. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.